Rosie n'a jamais su dire non, ni à ce dernier verre de vin lors de la fête du personnel dans les cuisines du palais, ni à la gouvernante furieuse qui exigeait que l'on apporte immédiatement des rafraîchissements à un noble invité, et encore moins quand les autres servantes, en gloussant, la mettent au défi de dire « je t'aime » au premier lord qu'elle croisera, car tout le monde sait que la fade Rosie n'oserait jamais. Alors, quand Rosie tombe par hasard sur une suite luxueuse et découvre un bain déjà prêt, elle réfléchit, ou plutôt, elle cesse complètement de réfléchir. Elle s'y glisse, s'y délecte énormément, puis un homme la trouve là, une montagne de muscles, puissant, un alpha terrifiant. Il fixe la servante ivre qui se prélasse paresseusement dans son bain et grogne. « Qu'est-ce que tu fais? » Rosie lève les yeux vers lui, le vin lui tournant encore dans les veines. Il a l'air furieux, mais c'est aussi l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. Alors, elle lui sourit nonchalamment, tapote l'eau à côté d'elle et lui dit « Tu devrais entrer. » Chapitre 1. Rosie comprit avec cette lucidité qui ne vient que lorsqu'il est bien trop tard pour en tirer parti, que rien de tout cela ne serait arrivé si elle avait simplement appris à dire non. C'était un mot simple, 2 lettres, 1 syllabe. Les enfants y parvenaient sans cesse, et pourtant Rosie semblait incapable de le trouver dans son vocabulaire. Si elle avait su dire non, elle n'aurait pas accepté le 2e verre de vin, ni le 3e. Elle n'aurait certainement pas accepté le 5e, ça c'est sûr. Le problème, c'est ce que dire non impliquait de décevoir les gens, et décevoir les gens donnait à Rosie l'impression d'avoir personnellement échoué dans la vie. Alors quand son amie Martha lui avait passé un bras autour des épaules et lui avait dit « Allez Rosie, quand aurons-nous à nouveau l'occasion de goûter quelque chose d'aussi bon? » Eh bien, qu'était-elle censée faire? Rendre Martha triste? Impensable. De plus, le vin était vraiment exceptionnel. Autour d'elle, la fête battait son plein. Anne riait si fort qu'elle avait glissé à moitié de son tabouret. C'était l'été et il faisait chaud. Et quelque part au-dessus d'eux, dans la grande salle, quelque chose d'important se passait. Des dignitaires en visite, des alliances politiques en tout genre, ce qui signifiait qu'ici, dans les cuisines merveilleusement fraîches, avec le bon vin qu'ils avaient réussi à voler et à redistribuer, les serviteurs organisaient leur propre fête. À la princesse Parissa, annonça soudain Patrick en levant sa coupe. La pauvre se mariait avec ce salaud terrifiant pour le bien du royaume. Le Seigneur en visite, murmura Martha à Rosie. Personne ne l'a encore vu, mais les rumeurs sont effrayantes. On dit qu'il a fait couper la main d'un homme pour avoir renversé du vin, dit Anne. Eh bien, dit Rosie avec bienveillance, peut-être que la princesse l'aime. La cuisine éclata de rire. Rosie aussi, pour une raison quelconque. Elle était en plein fou rire. À propos de quoi? Elle avait déjà oublié quand la porte s'ouvrit en claquant. Mademoiselle Harrow, la gouvernante en chef, se tenait sur le seuil, le visage orageux. « Un lord en visite », dit la gouvernante d'une voix de quelqu'un qui avait réprimé sa fureur pendant 1 heure et qui venait d'en avoir assez. Il a demandé qu'on lui apporte des rafraîchissements dans ses appartements il y a 1 heure. Personne n'y est allé. Silence coupable. Maintenant, il y aura des conséquences, poursuivit-elle, si personne ne les apporte immédiatement. Toutes les têtes de la cuisine se tournèrent d'un seul mouvement vers Rosie. Et Rosie, qui était serviable et fiable, se leva. « Aisle West », dit Mademoiselle Harrow. « 3e porte à gauche. N'empire pas les choses. »« Je ne le ferai pas », promit Rosie. Elle le pensait très sincèrement. « Rosie », l'interpella Martha en gloussant. « Si le Seigneur est en colère, reste toi-même. Tu es tellement mignonne, il se calmera tout de suite. Dis-lui simplement que tu l'aimes, » lança une autre voix. La cuisine éclata de rire. « Oh, mes dieux, oui !» Martha s'agrippa à la table. « Rosie, vas-y, je te mets au défi. »« Rosie n'oserait jamais, » dit quelqu'un, toujours en riant. Elle ne sait pas comment être audacieuse. Rosie se tenait dans l'embrasure de la porte, un plateau à la main, et les regardait en clignant des yeux. Elle ne s'était jamais considérée comme ennuyeuse auparavant. À quand remontait la dernière fois où elle avait fait quelque chose d'inattendu? Les voix s'estompèrent tandis qu'elle avançait dans les couloirs. Aisle Ouest, 3e porte à gauche. Elle pouvait y arriver. Elle faisait preuve d'audace. Les appartements étaient vides, immenses et bien trop somptueux pour une simple chambre d'amis. Rosie se tenait dans l'embrasure de la porte et les regardait fixement. Il faisait tellement chaud. La nuit d'été avait transformé le palais en fournaise, et elle était rouge et étourdie, et il y avait une baignoire juste là, déjà remplie, l'eau immobile, et qui l'attendait. Rosie la regarda. Elle n'avait jamais pris un bain comme celui-là de toute sa vie. « On te traitait d'ennuyeuse », fit remarquer une voix de verre de vin dans sa tête. « Personne ne pense que tu oserais jamais quoi que ce soit. » « Eh bien,
dit Rosie à voix haute. Je vais le faire maintenant. Elle défit sa robe avec des doigts qui ne tremblaient qu'un peu. Elle en sortit. L'air sur sa peau lui donnait l'impression d'avoir reçu une permission. La baignoire était juste là. Elle faisait preuve d'audace. C'était ce que faisaient les gens courageux. Elle y entra. Oh, l'eau était parfaite, assez fraîche pour apaiser. Rosie s'enfonça et poussa un son probablement peu digne, mais elle était seule, donc ça ne comptait pas. Elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, un homme se tenait dans l'embrasure de la porte. Enfin, il la remplissait plutôt, ses épaules frôlant presque les deux côtés. C'était l'homme le plus imposant que Rosie ait jamais vu. Un mâle dominant, clairement énorme, grand et large, bâti comme une œuvre d'architecture, comme si quelqu'un l'avait sculpté dans la roche. Il pourrait probablement la porter d'un seul bras. Rosie gloussa à cette pensée, ravie. Cet homme imposant se trouvait également être le plus bel homme que Rosie ait jamais vu de toute sa vie, et elle ne pouvait s'empêcher de le fixer. Des cheveux foncés, légèrement ébouriffés, des yeux sombres actuellement rivés sur elle, avec une expression de choc total et absolu. Il avait l'air très surpris. C'était adorable. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix grave et rauque. Ce n'était pas un cri, c'était calme, maîtrisé et légèrement étranglé. Rosie gloussa. « Quoi » continua-t-il d'un ton presque grognon. « Qu'est-ce que tu fais dans ma baignoire » Il avait l'air tellement tendu, tellement tendu. Rosie pouvait le voir à la position de ses épaules. Très tendu. Un alpha lui souffla son cerveau embrumé par le vin. Il avait besoin de se détendre. Les bains étaient très relaxants. Rosie, pour sa part, était très détendue. Si cet alpha venait se glisser dans la baignoire avec elle, il serait détendu lui aussi, et nu, ce qui arrangeait parfaitement Rose. « Eh bien, » exigea-t-il, et sa voix était devenue encore plus grave. « Je t'ai posé une question. » Rosie ouvrit la bouche, avec la ferme intention de dire quelque chose d'utile et d'approprié. Ce qui sortit à la place fut « Tu devrais entrer ». Chapitre 2. Luther avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à perfectionner l'art d'être terrifiant sans rien faire. C'était une compétence plus efficace que la violence dans la plupart des situations et considérablement moins salissante. La menace de violence, maintenue dans un silence parfait, suffisait souvent. L'homme qui se tenait devant lui en était la preuve vivante. Les rapports d'approvisionnement étaient inexacts, disait Lord Carrick. Nous avons découvert des divergences. Quelqu'un l'a volé, ajouta Luther. Sa voix était monocorde. Oui, Votre Majesté. Combien? Demanda Luther. Environ 40% des cargaisons de céréales destinées aux garnisons du Nord. Mais nous avons le responsable. Luther se leva. L'effet fut immédiat. Carrick recula instinctivement d'un pas. 50 coups de fouet, dit Luther d'une voix calme. En public demain à l'aube, puis l'exil. Le soulagement sur le visage de Carrick était palpable. Oui, Votre Majesté. Je m'en occuperai personnellement. Veillez-y. Et Carrick, remettez de l'ordre dans votre système d'inventaire. Si cela se reproduit, nous aurons une conversation différente. Lewis, son serviteur, apparut à ses côtés. Votre dîner avec la princesse Parissa. Il doit commencer dans 20 minutes. La main de Luther s'immobilisa un instant au-dessus du parchemin. Vous devriez probablement avoir l'air moins meurtrier, monsieur, ajouta le serviteur. Luther leva lentement les yeux. Je n'ai pas l'air meurtrier. Vous avez toujours l'air meurtrier, monsieur. C'est votre expression habituelle. Luther soupira. C'est un arrangement politique, Louis. Personne ne se fait d'illusions sur le romantisme. La salle à manger avait été préparée avec une formalité imposante. Des bougies partout, des fleurs. Luther se tenait près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, et attendit près d'une heure. La princesse n'arrivait pas. « Elle vous présente ses excuses, » dit Lewin. « Elle ne se sent pas bien. » Le visage de Luther resta impassible. Il aperçut son reflet dans la vitre assombrie. Il ressemblait à un mâle dominant qui avait remporté 3 guerres avant ses 30 ans, qui faisait fuir les gens par sa seule réputation. Bien sûr qu'elle n'était pas venue. Quand il les rouvrit, elle était toujours là, parfaitement à l'aise, comme si s'asseoir nu dans la baignoire d'un inconnu était une activité tout à fait normale en soirée. Elle ne pouvait être que ça. La pensée lui vint avec une certitude soudaine et éclairante. Elle ne pouvait être que Parissa, la princesse. Évidemment, qui d'autre oserait? Le dîner debout prenait soudain tout son sens. Elle avait été nerveuse. Elle avait trop bu pour calmer ses nerfs. Et puis elle était venue ici quand même, dans ses appartements, parce qu'ils étaient fiancés. « Princesse, dit-il prudemment. » Elle rit. « Je suis une princesse, demanda-t-elle, l'air extrêmement ravi. « Ne l'êtes-vous pas? » demanda Luther. La jeune fille se redressa avec une dignité éméchée.
Absolument, monseigneur, votre princesse. Elle essaya de se tenir debout et commença immédiatement à vaciller sur le côté. Luther réagit avant même d'y réfléchir. Par pur instinct protecteur, sa main jaillit pour attraper son bras avant qu'elle ne se cogne la tête contre la baignoire. Il la stabilisa avec précaution, gardant les yeux résolument fixés sur son visage, bien que sa vision périphérique lui fournisse bien trop d'informations, et il attrapa sa cape. Il l'enroula autour d'elle avec des gestes efficaces. « Ça sent bon », marmonna-t-elle dans le tissu. « Comme toi, quelque chose de possessif et de primitif s'éveilla dans la poitrine de Luther. Elle s'enveloppait de son odeur, la revendiquait. Elle le revendiquait à la manière des loups, même si elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Son loup ronronna de profonde satisfaction. Elle vacillait trop pour marcher. Luther la souleva donc simplement et la porta jusqu'au lit pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire. Devait-il la ramener dans sa chambre? Elle serait gênée d'être vue dans cet état. La princesse enroula ses bras autour de son cou et se pressa contre sa poitrine avec une confiance totale. Et Luther retint son souffle. Elle était chaude, douce et tout en courbe aux endroits où elle se pressait contre lui. Et il pouvait sentir chacun de ces endroits avec une clarté aiguë et douloureuse. La maîtrise de Luther n'était pas infinie, et elle se blottissait contre lui, émettant de doux sons de contentement contre sa gorge. Il sentait son corps réagir, sentait le désir monter, l'envie de l'allonger sur son lit, d'arracher le peu de tissu qui restait et d'explorer chaque centimètre carré de son corps avec sa bouche. Il ne le ferait pas, mais bon sang, il en avait envie. Elle leva la tête pour le regarder. Il y avait un petit grain de beauté au coin de sa bouche. Il le fixa, eut envie de le tracer avec sa langue. « Tu es si chaude », dit-elle, l'émerveillement dans la voix. Son corps répertoriait chaque point de contact, son poids sur ses genoux, la douceur de ses cuisses contre les siennes, la façon dont ses seins se pressaient contre sa poitrine, l'odeur de son vin, de sa douceur et de son excitation. Car elle était excitée, il pouvait le sentir, et cette certitude détruisait ce qui restait de sa retenue. « Pourquoi n'es-tu pas venu dîner ?» demanda-t-il. Les mots sortiront de sa bouche avant qu'il n'ait décidé de les prononcer. Elle cligna des yeux. « Le dîner? Tu devais me rejoindre pour dîner, » lui rappela-t-il. « Tu n'es pas venu. » Son expression changea, le bonheur ivre laissant place à quelque chose de plus doux. « Oh, dit-elle doucement, je suis désolée. » Elle leva la main et lui caressa le visage, sa paume contre sa mâchoire, douce et assurée. « Tu te sens seule, murmura-t-elle. Tout le corps de Luther s'immobilisa. Ce n'était pas une question, juste une affirmation. « Tu attendais, poursuivit-elle, son pouce effleurant doucement sa joue. Et personne n'est venu. » Elle se blottit contre lui. Il réprima de justesse un gémissement et l'enlaça de ses deux bras. « Je suis désolé que tu te sois senti seul. » Les bras de Luther se levèrent sans qu'il s'en rende compte. Il pouvait sentir chacun de ses souffles, et sous tout cela, quelque chose de certain et d'absolu, lui confirmant ce qu'il savait déjà. Elle était sienne, cette douce fille ivre, qui le regardait sans crainte, et avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'adoration. Il la voulait. Mon Dieu, il voulait la garder pour toujours. « Je crois que je t'aime un peu », marmonna-t-elle, les mots s'enchaînant de manière incohérente. « C'est idiot, non ?» Puis elle ferma les yeux et s'endormit, blottie contre lui, en toute confiance. Luther resta figé, une princesse endormie dans ses bras, et sentit tout son univers se remettre en place. Chapitre 3. Rosie sortit progressivement de son sommeil, comme on le fait après le meilleur repos de sa vie. Tout était chaud, tout sentait merveilleusement bon. Puis elle réalisa que la chaleur à côté d'elle n'était pas un oreiller. Un homme immense dormait à environ 2 mètres d'elle. Même endormi, il était d'une beauté presque agressive. Les souvenirs lui revinrent d'un seul coup. Le vin, le défi, le bain. « Je crois que je t'aime un peu », avait-elle dit. « Oh mon Dieu !» Rosie retint son souffle. Elle bougea avec une précision glaciale, le cœur battant à tout rompre, le sol froid sous ses pieds nus. Elle enfila sa robe sans prendre la peine de bien attacher les lacets. Sa cape gisait sur le sol. Elle la ramassa et la plia, car c'était la sienne et il la lui avait prêtée. Un dernier regard vers lui. Elle ne put s'en empêcher. Puis elle se retrouva à la porte donnant sur le couloir. Rosie marcha vite. Elle regagna les quartiers des domestiques sans croiser personne d'important. « Bon, pensa-t-elle, ça va, personne n'a rien vu. » Le souvenir de ses bras autour d'elle lui revint sans qu'elle le veuille. Son visage s'échauffa encore davantage. Elle lui avait dit qu'elle l'aimait. Les cuisines étaient en pleine effervescence pour les préparatifs du matin. Personne ne la regarda 2 fois. « Tu as entendu ?» La voix de Martha portait depuis l'autre côté de la table de préparation.
Le roi Alpha s'était fait poser un lapin la nuit dernière. Le roi Alpha, Luther? La voix d'Anne se réduisit à un murmure. Le fiancé de la princesse, c'est elle qui lui a posé un lapin. Apparemment, toute l'aile ouest avait été évacuée pour lui, dit Martha. Rosie fit la sourde oreille. L'aile ouest? Elle était dans l'aile est. Elle y a même pris un bain. Elle a eu de la chance. 20 minutes plus tard, 2 valets apparurent près de la porte. Le roi cherche quelqu'un, dit le premier valet d'un ton désespéré. D'après ce qu'on dit. Qui? Demanda le second. La princesse, apparemment. La voix du premier valet baissa d'un ton complice. Elle serait allée seule dans ses appartements hier soir et se serait endormie dans son lit. Rosie chercha à se représenter la scène, puis comprit. La princesse? La voix du deuxième majordome était choquée. Ça ne lui ressemble pas du tout. Quelqu'un a dit qu'elle y était ivre. Le premier majordome dit « La princesse Parissa, ivre, titubant comme un marin apparemment. » Et écoutez ça. Le roi l'a trouvé. Le premier majordome baissa la voix dans son bain nu. La pièce se mit à tanguer et Rosie dut réprimer une vague de nausée. L'aile ouest, pensa Rosie, l'esprit ailleurs. Ils ont dit l'aile ouest. J'étais dans l'aile est. Troisième porte à gauche, Madame Harrow a dit l'aile est. Ou bien avait-elle dit l'aile ouest? Oh non, dit Rosie très doucement. Elle était allée dans les appartements du roi Alpha. Elle était entrée dans le bain du roi Alpha. Elle avait demandé au roi Alpha de la rejoindre. Et il avait cru qu'elle était la princesse et qu'il la cherchait. Rosie laissa échapper un petit son qui ressemblait peut-être à un gémissement. Puis elle s'enfuit. Elle parvint jusqu'à une petite cour donnant sur le couloir est, nichée derrière les bâtiments de la blanchisserie, appuya son dos contre la pierre réchauffée par le soleil et tenta de reprendre son souffle. « Te voilà !» dit une voix. Rosie se retourna brusquement. La femme qui se tenait à l'entrée de la cour était grande, élégante, et d'une beauté de celles qui ont toujours su qu'elles étaient belles. On avait déjà dit à Rosie qu'elle ressemblait à la princesse. En la regardant maintenant, elle pouvait voir la ressemblance. Les cheveux, les yeux, la forme particulière de la bouche. Rosie avait un grain de beauté au coin de la bouche. La princesse n'en avait pas. « Je sais ce que tu as fait, » dit Parissa. Rosie eut la bouche sèche. « Votre Altesse, hier soir, poursuivit la princesse d'une voix parfaitement calme. Vous avez bu du vin. Beaucoup, d'après ce que j'ai compris. »« Non, pas beaucoup, » commença Rosie. « Et puis, » continua la princesse, « vous êtes entré dans les appartements d'un seigneur et vous vous êtes glissé dans son bain. » Une lueur fugace de ce qui aurait pu être de l'incrédulité traversa son visage. « Sauf que ce n'était pas n'importe quel seigneur, » dit la princesse en faisant un pas vers elle. « C'était le roi Alpha, mon futur époux. » Rosie poussa un petit cri de détresse. « Votre Altesse, » tenta-t-elle en tombant à genoux. « Cela signifie, » dit la princesse, « que le roi Alpha, l'homme que je suis censé épouser, l'homme avec lequel mon père a passé 6 mois à négocier une alliance, croit que vous, une servante, êtes une princesse. Pas n'importe quelle princesse. La princesse Parissa, sa fiancée, moi. Et il est en train de mettre ce palais sans dessus-dessous à la recherche de ladite princesse. Mais je ne suis pas, commença Rosie. Non, acquiesça la princesse. Vous n'êtes pas. Tu es une servante. Elle fit une pause. Rosie tremblait comme une feuille. Tu as commis plusieurs crimes hier soir, dit la princesse, en les énumérant sur ses doigts élégants. Vol. Ce vin provenait des fournisseurs royaux. Intrusion. L'accès à ses appartements est interdit. Usurpation d'identité d'un personnage royal. Il t'a appelé princesse et tu l'as confirmé. Et potentiellement trahison, selon la façon dont mon père choisira d'interpréter cela. Rosie était devenue complètement pâle. Je ne voulais pas me faire passer pour quelqu'un d'autre. La princesse leva une main élégante. Rosie se tut. Comprends-tu les implications politiques de tout cela? Demanda la princesse. Mon père et le conseil du roi Luther négocient ce mariage depuis des mois. Il est destiné à sécuriser nos frontières, à ouvrir des routes commerciales, à empêcher une guerre. Et toi, s'interrompit-elle, une servante ivre vient peut-être de tout détruire. Je suis désolée, murmura Rosie. Je suis tellement désolée. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'aurais jamais fait. Quand la vérité éclatera, dit la princesse, il y aura des conséquences. Quel genre de conséquences? Demanda Rosie. Pour toi? La voix de la princesse se fit plus froide. Au minimum, tu ne travailleras plus jamais dans une maison noble. Rosie retint son souffle. Plus probablement, poursuivit la princesse. Mon père voudra faire de toi un exemple. 6 mois dans les camps de travail, peut-être plus. Usurper l'identité d'un membre de la famille royale est bien pire. Ça, c'est la prison. Rosie tremblait à présent. Et si mon père est particulièrement en colère, ricana la princesse. Quoi? Murmura Rosie. Il déclarera cela comme une trahison.
dit simplement la princesse. On ne t'envoie pas en prison pour trahison. Le mot resta suspendu dans l'air chaud du matin. Rosie comprit. L'exil, si tu as de la chance, poursuivit de la princesse en s'approchant d'un pas. Ou, plus probablement, la pendaison. Rosie étouffa un cri de pure angoisse. « S'il vous plaît, » s'entendit-elle dire, « ayez pitié. Je ne voulais pas dire que j'étais juste... Je sais, » dit la princesse, soudain apaisante. « Je te crois. Malheureusement, ce que tu voulais dire n'a aucune importance. » Rosie pensa à la prison, à l'exil. Elle pensa au visage du roi, à sa déception lorsqu'il apprendrait qui elle était réellement. « Bien que je suppose, » dit la princesse en regardant ses ongles, « il y a peut-être une autre option. » L'espoir s'embrassa dans la poitrine de Rosie, douloureux et éclatant. « N'importe quoi, » s'entendit-elle dire. La princesse la regarda longuement, puis esquissa un sourire. « Bien, » dit-elle doucement. « Alors, voici ce que tu vas faire. » Chapitre 4. Luther se tenait à la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, regardant la cour s'assombrir à mesure que le soir tombait. Il n'avait pas passé toute la journée à arpenter ses appartements comme un loup en cage. C'était un homme qui avait commandé des armées, qui avait tenu tête à des généraux ennemis et pris des décisions qui avaient affecté des milliers de vies. À présent, il était nerveux à cause d'un simple dîner. « Princesse Paressa », annonça le serviteur. Luther se retourna et fixa sa petite princesse. Elle était encore plus jolie que dans son souvenir. Petite, délicate d'une manière qui réveillait tous ses instincts protecteurs. La plénitude de ses lèvres, la courbe de sa joue, et là, au coin de sa bouche, le petit grain de beauté sombre. « Princesse », dit-il doucement. Elle leva les yeux, visiblement surprise. Un petit sursaut, une inspiration brusque, ses yeux s'écarquillant, puis elle tenta une révérence. C'était la pire révérence qu'il ait jamais vue de toute sa vie. Chancelante, asymétrique, clairement improvisée. Luther la trouva tout à fait charmante. « Votre Altesse », dit-elle, à bout de souffle. Plusieurs servantes inspirèrent brusquement. Ce n'était pas la forme correcte de la formule. Elle s'en rendit compte, le visage devenant écarlate. « Votre Majesté », corrigea-t-elle. « Je suis vraiment désolé. Oh, par les dieux, je suis vraiment désolé. »« Ce n'est pas grave, princesse, » dit Luther en adoucissant délibérément sa voix. « Vous pouvez m'appeler par mon prénom si vous le souhaitez. » Elle le fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les yeux bruns écarquillés. « Je... » parvint-elle enfin à dire. « Je ne devrais pas, votre Majesté. » Luther l'observa. Elle était complètement à bout de nerfs. Ce n'était pas la Parisa de la nuit dernière. Celle qui s'était endormie contre lui comme s'il était la chose la plus sûre au monde. Cette fille semblait prête à prendre la fuite au moindre bruit. Mais il y avait autre chose dans son odeur. Quelque chose qui sentait presque la peur. Avait-elle peur de lui? Bien sûr que oui. Tout le monde avait peur de lui. « Ça va, votre Majesté ?» demanda Parisa en levant les yeux vers lui avec inquiétude. Luther cligna des yeux. « Je suis désolé, » demanda-t-il. « Vous venez juste ?» La princesse fronça les sourcils, puis fit un petit pas vers lui, sa nervosité oubliée. Vous aviez l'air bouleversé, presque triste. « Est-ce que ça va ?» Elle pouvait sentir son désarroi, réalisa-t-il. « Je vais bien, » dit-il d'un ton bourru. Elle le regarda longuement, puis, très prudemment, elle tendit la main et toucha son bras, juste du bout des doigts. Luther en eut le souffle coupé. Elle était tout aussi gentille que la nuit dernière, juste plus timide. Il allait l'attentionner avec elle, patient, doux. « Je suis content que tu sois venu, » dit-il en lui offrant son bras. Ses doigts s'étaient petits et chauds contre sa manche. Il pouvait sentir le léger tremblement qui les parcourait. Il la conduisit à la table et lui tira sa chaise. Lentement, se dit-il, « Patience. » Il prit place à son tour et s'efforça de ne pas remarquer son parfum, ni la façon dont la lumière des bougies se reflétait dans ses cheveux. Elle regardait la table dressée avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Légèrement perdue, légèrement submergée, ses yeux parcouraient la rangée de couverts comme si elle lisait quelque chose écrit dans une langue étrangère. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. « Non » répondit-elle immédiatement, d'une voix haletante. Luther décida de laisser passer. « Voulez-vous un peu de vin ?» demanda-t-il en tendant la main vers la bouteille. Ses yeux s'écarquillèrent. « Votre Majesté, je suis tellement désolée, dit-elle, paniquée. Je ne voulais pas. Hier soir, oh mon Dieu, hier soir, je suis tellement désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. » Elle était en train de s'effondrer. Il pouvait sentir la panique monter. « Madame, dit Luther, mais elle ne l'entendait pas. Je n'aurais pas dû être là du tout. Je n'aurais jamais dû entrer dans votre bain. Et puis je me suis endormi et vous avez été si gentil et j'ai été si déplacé et je... » Il était déjà autour de la table avant de décider de bouger.
Il la saisit doucement par les bras avant qu'elle ne s'évanouisse à force d'hyperventiler. « Je vous en prie, dit-il doucement, se penchant légèrement pour croiser son regard. « Je vous en prie, ne soyez pas gêné, dit-elle en levant les yeux vers lui. De si près, il pouvait voir la panique sur son visage. « J'étais absolument enchanté, dit-il. Par notre rencontre, par vous, vous l'étiez. » Il s'interrompit puis reprit. « Honnêtement, Parissa, je n'ai pratiquement pensé à rien d'autre depuis. » Elle cligna des yeux. « Vraiment ?» demanda-t-elle d'un ton presque plein d'espoir. Il ne put s'en empêcher. Il leva la main et lui caressa la joue. « Comment aurais-je pu ne pas l'être ?» murmura-t-il. « Tu étais une apparition hier soir. Et ce matin, quand je me suis réveillé et que tu étais parti, il s'interrompit. J'ai compté les minutes jusqu'à ce que je puisse te revoir. » Elle se pencha très légèrement vers sa main. « Oh, souffla-t-elle, j'ai pensé à vous aussi, votre majesté. » Elle était très proche. Assez proche pour qu'il puisse voir chaque détail de son visage, le petit grain de beauté au coin de sa bouche qu'il avait envie de goûter. Elle le regardait comme s'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et sous la nervosité, il y avait autre chose dans son odeur, quelque chose de chaud et de doux, et d'absolument indéniable. L'excitation. Sa compagne était excitée par lui. La maîtrise de Luther, déjà mise à rude épreuve, en prit d'un coup. Avant de pouvoir s'en empêcher, il abattit son pouce et effleura très légèrement sa lèvre inférieure. Elle poussa un son, doux, involontaire, haletant, un gémissement qui le traversa comme un éclair. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous son pouce, et l'espace d'un instant parfait, il sentit la chaleur de son souffle contre sa peau, et imagina ses lèvres autour de quelque chose de tout à fait différent. Puis ses yeux s'écarquillèrent, mortifiés, et elle plaqua sa main sur sa bouche. Elle bondit sur ses pieds. Je devrais y aller. Son visage était écarlate. Elle sentait l'embarras et était toujours follement excitée. Luther se redressa immédiatement, se maudissant. Trop vite, trop direct, même si son odeur lui disait quelque chose de très différent de la peur. « Tu n'as pas faim ?» demanda-t-il, en essayant de paraître doux. « Non », répondit-elle en regardant autour d'elle comme si elle cherchait une issue. « Tu ne veux pas dîner ?» demanda-t-il prudemment. « Oh !» dit-elle en clignant des yeux. « Oui, non, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux? » « Je veux dire quoi? » Elle s'arrêta, le regarda brièvement, sincèrement frustrée contre elle-même. « Peut-être juste un dessert, » dit-il rapidement. « Si tu n'as pas faim, » marqua-t-elle une pause. « Un dessert? » demanda-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui ressemblait presque à de l'espoir. « Oui, » dit Luther, « un dessert, si tu veux. »« Je suppose, » dit-elle prudemment. « Peut-être. »« Oui. » Un immense soulagement l'envahit. Elle restait. Il fit signe au serviteur. « Apportez le dessert. » Tout ce qu'il y a dans les cuisines, tout de suite. Ils apportèrent une quantité démesurée de desserts, des gâteaux, des pâtisseries, des petites plates de crème, des fruits confits, des choses au chocolat, des choses au sucre. Il regarda ses yeux parcourir l'assortiment, observa quelque chose se produire sur son visage. Elle tendit la main vers une petite cuillère avec l'assurance de quelqu'un qui se sent en terrain connu pour la première fois de la soirée. Elle goûta d'abord le gâteau, ferma les yeux, et mit le même petit soupir de plaisir qu'elle avait poussé lorsqu'il avait effleuré sa lèvre. « C'est bon ?» demanda-t-il. Sa voix sonna tendue. « Me » dit-elle, ce qui n'était pas un mot, mais disait tout. Il s'efforça de ne pas imaginer quelles autres situations pourraient produire ces sons et échoua complètement. La nervosité s'était dissipée. C'était la Parissa de la nuit dernière, chaleureuse, authentique et sans retenue. « C'est merveilleux » dit-elle doucement. « Tu es très gentil, gentil. » Elle l'avait dit hier soir aussi. Elle ne voyait pas l'arme, la menace. Elle le voyait simplement et pensait qu'il était gentil. Il allait épouser cette fille. Il allait la courtiser comme il se doit, gagner sa confiance, la rassurer et être patient, même si tous ses instincts lui criaient de la posséder maintenant. Elle lui sourit en prenant une autre cuillerée de gâteau et lécha la crème sur sa lèvre inférieure. Et Luther dut agripper les accoudoirs de son fauteuil pour s'empêcher de bouger. Il s'éclaircit la gorge. Il allait faire les choses comme il fallait, même si cela devait le tuer. Chapitre 5. Rosie fut raccompagnée dans les appartements de la princesse dans un état que l'on pourrait généreusement qualifier d'étourdi. Elle avait chaud. Tout lui semblait chaud. Elle entra et trouva la princesse qui l'attendait, posée et le regard perçant. La chaleur s'évapora immédiatement. « Eh bien ?» demanda la princesse. Rosie ouvrit la bouche. « Ça s'est passé. »« Eh bien ?» dit-elle. Les yeux de la princesse se plissèrent. Défine, eh bien, il a été très gentil, dit Rosie. Et nous avons pris un dessert. Et a-t-il rompu les fiançailles? L'interrompit la princesse.
Rosie marqua une pause. Non. Et a-t-il montré des signes de désintérêt? Insista la princesse. Rosie hésita. Pas exactement. Pas exactement, répéta la princesse d'une voix neutre. Que les choses soient en clair, Rosie. Ta mission, ta seule mission, est de le pousser à rompre ses fiançailles. Oui, dit Rosie. Je sais. Mon père n'acceptera pas que je refuse, poursuivit la princesse. Il considérera cela comme de la désobéissance, comme une menace pour l'alliance. La seule issue acceptable est que Luther rompe lui-même. Tu comprends? Oui, Votre Altesse. Rosie acquiesça. Et pourtant, les fiançailles sont non seulement intactes, mais apparemment renforcées. La princesse serra les mâchoires. Tu dois activement le décourager, lui faire perdre tout intérêt. Je l'ai appelé par le mauvais titre, proposa Rosie d'une voix faible. La princesse la fixa du regard. Le but, dit-elle avec une patience glaciale, c'est qu'il se désintéresse d'une princesse. Pas de révéler accidentellement qu'il n'y en a pas. Si Luther découvre la supercherie, s'il se rend compte que vous n'êtes pas moi, il vous fera exécuter sur le champ. C'est compris? Oui, répondit rapidement Rosie. La princesse se figea. Es-tu attiré par lui? Demanda-t-elle, l'air consterné. Non, répondit immédiatement Rosie. Bien sûr que non, non. Pourquoi le serais-je? Non. Son démenti était tout à fait peu convaincant. Ton odeur, dit la princesse d'un ton neutre, raconte une toute autre histoire. Tu sens comme si tu étais sur le point de te jeter dans son lit. L'image d'elle et de Luther dans son lit, ses mains sur sa peau nue, fit pousser à Rosie un petit gémissement étouffé. Le froncement de sourcils de la princesse s'accentua. « Je suis désolé, dit rapidement Rosie. « Je suis désolé. Je voulais juste... » « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, l'interrompit la princesse. Luther te divertit parce qu'il croit que tu es la princesse, une femme de rang et d'éducation digne d'une reine. Elle fit un pas vers elle. Cet homme ne regarderait pas deux fois une servante. Tu comprends ce que je veux dire? Rosie acquiesça, la gorge serrée. Tu n'es personne qui joue à être quelqu'un. Et dès que l'illusion se brise, tu n'es plus rien. Elle marqua une pause. Tu es une servante qui s'est saoulée et s'est fait passer pour une princesse. La seule raison pour laquelle tu n'es pas déjà en prison, c'est parce que tu es utile. Bien sûr, dit Rosie, sa voix était parfaitement posée. La princesse, presque comme une réflexion après coup, ajouta. J'ai envisagé de gérer cette situation moi-même, tu comprends? Mais je ne pouvais pas risquer que mon père apprenne que je n'avais pas essayé de faire aboutir les fiançailles. Si les choses tournent mal, j'ai besoin de quelqu'un à blâmer. Elle croisa le regard de Rosie. Tu es malheureusement parfaite pour ça. Merci de me le rappeler, dit Rosie, soudainement accablée de tristesse. Je suis désolé, Votre Altesse, dit Rosie doucement. Je ferai de mon mieux. Le lendemain, Luther avait organisé une promenade dans les jardins. Rosie fut préparée par les servantes de la princesse, qui lui coiffèrent les cheveux avec une coiffure élaborée. Puis, elles apportèrent la robe. Elle était magnifique, vert clair, de la couleur des jeunes feuilles. « Levez les bras », dit l'une des servantes d'un ton vif. Elles l'habillèrent d'un geste efficace. Puis vint le corset. Il se lassait sur le devant et était exceptionnellement serré. « Je ne peux plus respirer », commença Rosie. « Eh bien, vous êtes considérablement mieux doté que son Altesse », dit délicatement l'une des servantes en regardant la poitrine de Rosie. Rosie devint rouge vif. Ses seins étaient... Eh bien, ils étaient très présents. « N'est-ce que pas un peu trop ?» parvint-elle à dire. « C'est tout ce que nous avons, » dit une autre servante d'un ton apologétique. « Nous n'avons pas eu le temps de vous faire confectionner des robes avant aujourd'hui. » Rosie arriva au jardin dans un état de terreur maîtrisée qu'elle tentait de faire passer pour du sang-froid. Luther l'attendait. Le voir dans la lumière du matin eut un effet tout à fait néfaste sur son rythme cardiaque. « Bonjour, princesse, » dit-il doucement. Elle prit son bras et ils se mirent à marcher, et elle était atrocement consciente de sa présence à ses côtés. Sa stature, tellement plus imposante que la sienne, que c'en était presque absurde. Il pourrait lui faire tout ce qu'il voulait, pensa-t-elle distraitement, et elle ne protesterait même pas. « Concentre-toi, se réprimanda-t-elle. Tu dois le décourager. » Mais comment? Il se montrait si attentionné avec elle. La façon dont il modérait sa voix, dont il adaptait son allure à la sienne sans un mot. Son cœur fit quelque chose de ridicule. « Ça ne se passe pas bien, » pensa-t-elle désespérément. « Tu apprécies les jardins? » demanda Luther. « Oui, parvint-elle à répondre. Ils sont charmants. » Elle pouvait à peine respirer. « Pas aussi charmant que vous, dit le roi. » Elle poussa un petit cri et cessa complètement de respirer. Ils s'engagèrent sur un sentier étroit. Les serviteurs qui les suivaient se laissèrent distancer, leur laissant un peu d'intimité. Ils étaient seuls.
La respiration de Rosie s'accélérait. « Vous allez bien, Votre Altesse ?» demanda Luther. Son regard se posa sur sa poitrine. Rosie rougit vivement. Le corset était trop serré, il faisait trop chaud et il était trop près d'elle. « Oui, » s'entendit-elle répondre d'un ton lointain. « Parfaitement bien. » Sa vision se brouillait au bord. « Princesse, » dit Luther d'une voix inquiète. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Soudain, un bras l'enlaça par la taille, la redressa et la serra contre un torse solide. « Vous sentez divinement bon, » dit-elle d'une voix faible. Sa vision se brouillait. « Madame, » dit-il avec précaution, « je crois que votre corset est trop serré. » Elle cligna des yeux. « Quoi? » Il s'éclaircit la gorge et appela à l'aide. Mais ils étaient trop loin sur le chemin, hors de portée de voix. « Puis-je? » demanda-t-il doucement. Elle ne savait pas exactement ce qu'il demandait, mais quoi qu'il en soit, sa réponse était la même. « Oui, » soupira-t-elle. Il éloigna doucement ses mains de sa poitrine. Puis il commença à délasser son corset, ce qui signifiait qu'il était très proche, ce qui signifiait qu'elle pouvait sentir son odeur et sentir la chaleur de ses mains près de sa cage thoracique. Il s'y prit avec précaution, ses doigts agiles sur les lacets. Ceux-ci se dénouèrent juste ce qu'il fallait. Elle prit une grande inspiration. « Oh » dit-elle doucement. « Ça va mieux » demanda-t-il d'une voix rauque. Il relaqua son corset, ses doigts à quelques centimètres de ses seins, avec soin et douceur, mais de manière bien trop distrayante. C'était une torture. « Je suis vraiment désolé, Votre Majesté, » dit-elle, toujours agrippée à son bras lorsqu'il finit par reculer. « Ne t'en fais pas, » dit-il. Sa voix était chaleureuse. « Ça va mieux maintenant ?» Elle acquiesça. Il la regardait intensément, comme s'il s'apprêtait à l'embrasser. C'était une mauvaise idée, vraiment. « Oui, » demanda-t-il doucement, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Rosie n'hésita pas une seconde. Elle l'attira vers elle et l'embrassa de son propre chef, car elle n'était qu'une simple mortelle. Et, oh mon Dieu, la pression de son corps contre le sien, solide et chaud, son odeur, ses grandes mains qui remontaient pour lui caresser le visage, puis sa bouche, sa langue. C'était son premier baiser. Elle ne pensait pas qu'elle en apprécierait un autre. Rien ne pourrait jamais égaler cela. Elle s'accorda une seconde de plus, puis une autre. Elle se pressa contre lui en voulant davantage. Ses mains parcouraient la surface de son torse, puis elle le repoussa. « Je devrais y aller, » dit-elle immédiatement. La princesse attendait lorsque Rosie revint. « Ces rougissements, » dit-elle, « il faut que ça cesse. Tout ce que ça fait, c'est l'envoûter davantage. Il a l'air complètement sous le charme. » Rosie tenta de réprimer la façon dont son cœur réagissait à cette information. Elle échoua. « Tu crois qu'il est sous le charme ?» demanda-t-elle, ridiculement pleine d'espoir. La princesse avait l'air de vouloir sauter d'une falaise. Chapitre 6. Le plan était simple. Rosie se le répétait chaque matin depuis 5 jours. Fais en sorte qu'il ne veuille pas t'épouser. Simple, direct, tout à fait réalisable par toute personne raisonnablement compétente. Rosie commençait à soupçonner qu'elle n'était pas cette personne. La robe, elle était la première idée de Paris. « Sois exigeante », avait dit la princesse. « Les hommes détestent se sentir comme un coffre-fort sur pattes. » Rosie s'était entraînée dans sa chambre ce soir-là. « Je veux de nouvelles chaussures », avait-elle dit à son reflet. « Et je ne m'en excuse pas. » Luther était dans le jardin lorsqu'elle arriva le lendemain matin, en train de relire un document. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. « J'aimerais », commença-t-elle, puis il pencha très légèrement la tête, et la phrase qu'elle avait préparée se réorganisa sans son consentement en « Si cela ne vous dérange pas trop, et dites-le-moi si c'est le cas, car vous ne devriez vraiment pas vous sentir obligé. » « Mais pourrais-je avoir des chaussures ?» conclut Rosie sans conviction. Luther sourit. « Combien ?» demanda-t-il. En moins d'1 heure, une procession de serviteurs arriva dans ses appartements, portant des coffres remplis de bijoux, 20 nouvelles robes brodées de pierres précieuses et 50 paires de pantoufles assorties, accompagnées d'une note écrite d'une main étonnamment soignée pour un homme dont les mains pouvaient broyer la pierre. « Portez celle qui vous plaise. » Rosie était assise, entourée de tissus qui scintillaient dans la lumière de l'après-midi, et se sentait vraiment très mal dans sa peau. « As-tu au moins donné l'impression d'être exigeante à ce sujet ?» demanda Parisa ce soir-là. Sa deuxième approche avait une certaine logique élégante. « Montre tes talents », avait-elle dit, ou plutôt ton manque catastrophique de talent. L'occasion se présenta lorsque Luther lui demanda si elle jouait. Il voulait la connaître, avait entendu dire que la princesse Parisa adorait jouer du piano. Elle s'assit donc, posa ses mains sur les touches et joua. Ce qui s'ensuivit pourrait être décrit avec bienveillance comme de la musique, de la même manière qu'un incendie dans un immeuble pourrait être décrit avec bienveillance
comme un éclairage d'ambiance. « Je n'ai jamais rien entendu de tel », dit Luther en applaudissant lorsqu'elle eut terminé. Rosie lui lança un regard profondément méfiant. « Tu te moques de moi », l'accusa-t-elle. Ce n'était pas le cas. Au cours des derniers jours, elle était devenue d'une précision frustrante dans sa capacité à le cerner, et il n'y avait aucune moquerie dans son regard. Il traversa la pièce et s'assit à côté d'elle sur le banc du piano. « Tu es envoûtante », dit-il doucement. « Quoi que tu fasses, tu m'as complètement ensorcelé. » Rosie fixa les touches du piano. « Oh là là », pensa-t-elle avec une vive émotion. « Il a dit que j'étais envoûtante », raconta-t-elle à Parisa ce soir-là. La princesse fixa le plafond pendant un long moment. L'expérience de la jalousie commença, comme beaucoup des pires expériences de Rose, par une remarque qu'elle n'avait pas voulu faire. Elle revenait d'une réunion à la cour lorsqu'elle s'entendit mentionner très désinvolte qu'elle était sûre que Luther n'avait rien voulu dire par sa longue conversation avec la noble. Évidemment, des femmes plus accomplies retiendraient naturellement son attention plus efficacement. Tout allait bien. Elle allait bien. Parisa posa sa tasse. « Tu as l'air jalouse, dit-elle. » Rosie ouvrit la bouche, ne trouva aucun contre-argument convaincant et la referma. « C'est bien, dit Parisa. Certain. La logique, telle qu'expliquée, était simple. La jalousie était possessive. La possessivité était exigeante. L'exigence était le contraire de l'attrait. Mais je n'ai pas le droit d'être jalouse, dit Rosie. Je ne suis personne. Il est... Ne pense pas à ce qui est réel, l'interrompit Parisa. Imagine qu'il t'ait choisi, puis imagine-le partir pour trouver quelqu'un de plus approprié. Parce que ça, conclut-elle doucement, c'est ce qui arrive aux filles comme toi. C'était, pensa Rosie, un conseil extrêmement efficace. Beaucoup trop efficace en réalité, car elle l'imagina, tout cela, son attention qui s'éloignait, sa chaleur qui se retirait. Lorsqu'elle arriva à la réunion de cet après-midi-là, elle ne jouait plus aucun rôle. Elle se tenait près de la fenêtre et regardait Luther parler à quelqu'un de l'autre côté de la pièce et ressentit immédiatement du chagrin et du désespoir. Son roi la trouva en quelques minutes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Rien, mentit-elle. C'est juste que je sais qu'au bout du compte, tu... » Elle s'interrompit, puis réessaya. « Je sais que ça ne durera pas, dit-elle finalement. C'est tout. » Luther marqua une pause. Puis il tendit la main, lui releva le menton d'un doigt et la força à le regarder. « Tu es la seule, dit-il doucement. Depuis la nuit où je t'ai trouvé, je n'ai pas regardé une autre femme. Je ne pourrais pas, même si j'essayais. Tu m'as complètement bouleversé, et je me rends compte que je n'ai absolument aucun intérêt à me reconstruire. » Rosie l'embrassa. Elle ne l'avait pas décidé. C'était plutôt comme la gravité, la conclusion inévitable de la proximité et du lien qui les unissait, et de 6 jours passés à essayer de le repousser sans y parvenir. La situation s'intensifia. Ses mains passèrent de son visage à sa taille et l'attirèrent vers lui. Elle poussa un gémissement qui sembla avoir un effet sur lui, car il resserra son étreinte et la repoussa de 3 pas jusqu'à ce qu'elle soit plaquée contre le mur. Ses mains étaient partout. Elle agrippait sa chemise à pleines mains. « S'il te plaît », s'entendit-elle dire, même si elle ne savait pas tout à fait ce qu'elle demandait. Son autre main était sur sa hanche, la maintenant en place tandis qu'il se pressait contre elle, et elle pouvait le sentir, tout entier, solide et excité, et la désirant, et cette certitude fit monter en elle une chaleur intense et pressante. La porte s'ouvrit. Une servante se tenait sur le seuil, le regard résolument détourné. « Votre Majesté, dit-elle, la princesse a besoin de vous de toute urgence. » Luther, qui semblait souffrir physiquement, reposa sa jambe sur le sol. « Bientôt, dit-il doucement, et cela ressemblait à un serment. » Elle retourna dans les appartements de la princesse dans un état que l'on pourrait généreusement qualifier de désastreux. « Tu es, dit la princesse, la saboteuse la plus inutile de l'histoire de ce royaume ou de tout autre. »« Cela semble juste, » acquiesça Rosie. La princesse s'éleva. « Il reste une option, dit-elle enfin. »« Laquelle ?» demanda Rosie. La princesse la lui expliqua. Rosie regretta d'avoir posé la question. Chapitre 7. Une situation compromettante, annonça la princesse. On te trouvera avec un autre homme dans une position qui ne laissera aucune place au doute. Il fallut un moment à Rosie pour saisir pleinement ses mots. Lorsqu'elle y parvint, elle sentit le sang se retirer de son visage. « Tu veux qu'il pense que je... » Elle ne put terminer sa phrase. « Luther sera conduit là-bas au moment précis où il le faut, » dit la princesse comme si elle discutait des arrangements pour le dîner. « Il te verra. Les fiançailles deviendront intenables. Il y mettra fin de lui-même. » L'image frappa Rosie avec une force physique. Luther ouvrant une porte, la confiance dans ses yeux, cette certitude chaleureuse et patiente avec laquelle il la regardait toujours se transformant en douleur. « Non, dit-elle,
Le mot sortit avec fermeté. Il ne se passera rien en réalité, la rassura Parisa. Nous choisirons le moment avec soin. L'homme est déjà choisi. Quelqu'un de discret, coopératif, bien rémunéré pour sa peine. Je ne te le demanderai pas, en fait. Je m'en fiche, rétorqua Rosie. Je ne le ferai pas. Rosie, non, elle se leva. Tu ne peux pas me demander de lui faire ça. Il ne le mérite pas. Elle se sentit physiquement mal. Je ne peux pas, dit-elle désespérément. Je ne peux pas lui faire ça. C'est cruel, il ne mérite pas ça. La princesse resta silencieuse un instant. Laisse-moi te rappeler ta situation, dit-elle enfin. Rosie sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Tu te fais passer pour une princesse depuis des semaines, poursuivit la princesse. Tu as trompé le roi, toute sa cour et la plupart des gens de ce palais. Parce que tu me l'as demandé, protesta Rosie. Et qui te croirait, dit la princesse. Ce qui compte, c'est la façon dont l'histoire est racontée. Une servante intrigante, un roi manipulé. Elle pencha la tête. Qui croirait ta version? Rosie. Votre Altesse. Je vous en prie, Rosie s'entendit dire. Je vous en prie, je ferai n'importe quoi d'autre. Infligez-moi la punition que vous voulez. Envoyez-moi en prison. Exilez-moi s'il le faut, mais pas ça. Ne me demandez pas de lui faire du mal comme ça. Elle ne put finir, la gorge se serra autour des mots. Rosie, dit-elle doucement, tu es une servante. Il est fiancé à moi, à la princesse Parisa, pas à toi. Il ne sait même pas que tu existes. Elle marqua une pause. Que penses-tu exactement qu'il va se passer ici? Rosie ouvrit la bouche puis la referma. Cette supercherie doit cesser, dit la princesse. Il n'y a aucune issue où ce ne serait pas le cas. Et quand ce sera le cas, et qu'il découvrira qu'il a courtisé une servante, que crois-tu qu'il ressentira alors? Rosie. Rosie ouvrit la bouche pour répondre, mais la princesse poursuivit, sa voix prenant un ton plus tranchant. Quel est ton plan? Demanda-t-elle. Tu penses que tu deviendras sa reine? Régner à ses côtés? Elle pencha la tête. Connais-tu seulement le nom du royaume qu'il gouverne? Rosie se figea. Le nom complet, insista la princesse. Celui qui figurera dans les traités que tu seras censé négocier. Rosie commença à énumérer la lignée. La princesse continua sans relâche. La ligne de succession, les implications politiques de ton union avec les territoires voisins. Puis une pause. Sais-tu seulement où il se trouve sur une carte? Rosie ouvrit la bouche. Non, mais quoi? La voix de la princesse était presque douce à présent. Tu l'aimes, donc le reste n'a pas d'importance. Les filles qui épousent des rois y sont préparées dès leur naissance, Rosie. Elles reçoivent une éducation en matière de gouvernance, de diplomatie, d'accords commerciaux, de stratégie militaire. Elle marqua une pause. Tu ne sais rien. Tu ne saurais même pas ce que tu ne sais pas. Je pourrais apprendre, commença Rosie désespérément. La princesse se dirigea vers une étagère, en sortit un livre et le lui tendit. Tu sais seulement lire ça? Rosie le regarda, son visage s'empourpra. Tu sais? Demanda à nouveau la princesse, d'une voix plus douce cette fois. Les mains de Rosie tremblaient. Je l'aime, murmura-t-elle. C'est très bien, poursuivit la princesse, mais ça ne fait pas de toi une reine. Rosie eut l'impression que sa poitrine s'effondrait. Au mieux, dit la princesse, quand tout ça sera fini, les choses reprendront comme prévu. Lui et moi nous marierons. L'alliance se fera. Une pause. Et je ne peux pas laisser ça arriver. Rosie la regarda. Pourquoi pas? Il y a quelqu'un que j'aime, dit la princesse. Ce n'est pas lui. Ce ne sera jamais lui. Peu importe à quel point il est patient. Alors, peux-tu m'aider? Ajouta-t-elle une dernière fois. Pour qu'aucun de nous n'ait à vivre avec un choix que nous ne pouvons supporter. Rosie baissa les yeux vers ses mains. D'accord, murmura-t-elle. Chapitre 8. Luther était dans son bureau lorsque la servante arriva. L'une des dames d'honneur de la princesse. Votre Majesté, dit-elle à bout de souffle. La princesse? Elle m'a demandé de venir vous chercher. Luther était déjà debout avant qu'elle n'ait fini de parler. L'aile était calme à cette heure-là. Il trouva sans peine le salon bleu, poussa la porte et son esprit se fit le vide. Quelqu'un touchait sa compagne. Le caractère inacceptable de la situation lui transperçait chaque nerf et elle avait l'air effrayée. Il pouvait le voir sur son visage, le sentir âcre et piquant dans l'air. Elle ne voulait pas de ça, ce qui signifiait que cet homme, il avait traversé la pièce avant même de décider de bouger. Luther, sa main se referma sur la gorge de l'homme. Luther, cria à nouveau Parisa. Il ne la lâcha pas immédiatement. Sa vision s'était teintée de rouge sur les bords. L'homme émit un son étranglé. Luther, s'il te plaît. Quelque chose dans sa voix transperça la rage.
Pas les mots, le ton. Désespéré, effrayé, il s'immobilisa. Il relâcha l'homme, recula. Sors, dit-il. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. L'homme s'enfuit. Parissa était dos au mur, les yeux rougis par les larmes, le regardant avec une expression qu'il avait passé des semaines à essayer de ne jamais voir sur son visage. La rage s'évapora, remplacée par quelque chose qui ressemblait de manière inconfortable à de l'angoisse. Elle avait peur de lui. Sa compagne se tenait là, effrayée par lui, et il avait passé des semaines à se montrer prudent, doux et patient, précisément pour éviter cela. Et pourtant, ils en étaient là. Et il avait échoué. Il devait arranger ça. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle le fixa comme si elle ne comprenait pas la question. « Il t'a fait mal ?» Luther scruta son visage. « Il t'a forcé à le faire ?» « Non, répondit-elle rapidement. « Non, il ne l'a pas fait. » Il expira. « Alors tu es en colère contre moi. Ai-je fait quelque chose qui… » « Non. » Sa voix se brisa légèrement. Il ne comprenait pas. Tout cela n'avait aucun sens. Il combla prudemment la distance qui les séparait et ouvrit les bras. Une invitation, pas une exigence. Son visage se pressa contre sa poitrine, ses mains agrippées à sa chemise. Elle tremblait. « Je suis désolée, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je suis tellement désolée. »« Tu n'as aucune raison de t'excuser, » dit-il. Elle s'écarta juste assez pour le regarder. « Je ne peux pas t'épouser, » dit-elle. Luther fronça les sourcils. « Je ne savais pas comment te le dire, » poursuivit-elle précipitamment. « J'ai essayé de le dire à mon père, mais il ne voulait pas m'écouter, et je ne savais pas quoi faire. » Et lui, il s'écarta juste assez pour voir son visage correctement. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Est-ce que je t'ai fait peur tout à l'heure quand je l'ai attrapé? Est-ce que je t'ai fait peur? » « Non, dit-elle. On se n'est pas, elle n'était pas cohérente. Mais il pouvait sentir sa détresse à travers le lien, vive et accablante. « Alors aide-moi à comprendre, dit-il. S'il te plaît, quoi que ce soit, on ne peut pas. » Elle pleurait encore plus fort maintenant. « Il n'y a pas de solution. » Il lui caressa doucement le visage. « Je ne suis pas en colère, dit-il doucement. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe. » Elle prit une inspiration tremblante. « Il y a quelqu'un d'autre, murmura-t-elle. Au début, il ne comprit pas ce qu'elle disait. « Quelqu'un d'autre, répéta-t-il lentement. Je suis désolé. » Elle le regardait comme si elle était en train de s'effondrer. « J'aurais dû te le dire dès le début. » Elle ne put finir sa phrase. Elle se contenta de le regarder avec ses yeux désespérés, lui demandant de comprendre, de l'accepter. Chaque fibre de son être voulait lutter contre cela. Le loup grognait. Le lien d'âme-sœur hurlait. Elle était sienne, sa compagne, son âme-sœur. La personne qui lui avait tapoté la main et lui avait dit qu'il n'était plus seul. Et maintenant, elle se tenait là, lui demandant de la laisser partir vers quelqu'un d'autre. Tous ses instincts hurlaient « non ». Il pouvait la convaincre. Il pouvait lui rappeler. Il regarda son visage, la peur qui s'y lisait. « Si je fais ça, pensa-t-il, si je la force ou la contrains, alors je suis exactement ce que tout le monde dit que je suis. » Il s'agenouilla. Luther, qui ne s'était jamais agenouillé de sa vie, s'agenouilla devant la femme qu'il aimait. « Tu me consumeras, » dit-il, la chose la plus vraie qu'il savait. « Depuis la nuit où je t'ai trouvé, il n'y a pas eu un seul instant où je n'ai pas pensé à toi, où je n'ai pas voulu être près de toi. » Sa voix se brisa légèrement. « Mon seul souhait est de rester à tes côtés, » poursuivit-il. « De te rendre heureuse, d'être digne de toi, » s'interrompit-il. « S'il te plaît, donne-moi juste une chance. » Elle émit un son comme si quelque chose se brisait. Ce n'était pas la réaction qu'il avait espérée. « Tu es si gentil, parvint-elle à dire à travers ses larmes. Mais je ne peux pas être tienne. Il y a quelqu'un d'autre. J'ai déjà donné mon cœur. » Il regarda son visage, y vit la peur. « Tu ne souhaites vraiment pas être mienne ?» demanda-t-il. « Je ne peux pas l'être, murmura-t-elle. Il existe un lien de couple entre nous, dit-il doucement. Tu dois le sentir. Je sais que c'est le cas. Il marqua une pause. Si tu choisis vraiment autrement, si tu le sens et que tu choisis quand même quelqu'un d'autre, alors rejette-le formellement et je ne te combattrai pas. Elle le fixa. Moi, déglutit-elle. Je rejette le lien d'âme-sœur, murmura-t-elle. C'était comme mourir. Il avait déjà été blessé par balle, poignardé. Rien de tout cela ne s'approchait de ce moment. La chaleur dans sa poitrine, cette présence constante qui y bourdonnait depuis des semaines, s'éteignit soudainement dans un silence complet, comme une porte qui claque. Son champ de vision se rétrécit. Il se força à rester debout. Il prit sa main, la porta à ses lèvres une dernière fois. « Laisse-toi faire. J'accepte ton rejet, » dit-il. Il le pensait. Il détestait ça. Mais il l'aimait et il respectait ses souhaits,
Et donc il le pensait. Il se tourna vers la porte. Il ne se retourna pas. Lewis attendait dehors. « Votre Majesté, pas maintenant, dit Luther. Il marcha dans le couloir, passant devant des serviteurs qui se pressaient contre les murs. La douleur s'intensifiait. Il parvint à peine jusqu'à ses appartements. Ses mains tremblaient. Non, pas trembler, se transformer. Le loup qui se frayait un chemin pour sortir. Quoi, allait-il à voix haute? La transformation l'emportait, qu'il le veuille ou non. Il essaya de lutter. Il avait toujours réussi à la contrôler auparavant, mais le loup se libéra dans un hurlement qui était de la pure angoisse. Chapitre 9. 10 jours plus tard, Rosie était toujours au lit, bon sang. À travers la porte, la voix de Madame Harrow était tranchante d'exaspération. La jeune fille s'attendait-elle à jouer à la princesse pour toujours? « Madame Harrow, je vous en prie. » C'était maintenant la voix d'Anne, suppliante. « Rosie traverse une période difficile. Elle a le cœur brisé, » ajouta Martha avec désespoir. Rosie écoutait tout cela de loin, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre, comme si les voix venaient de très loin. Dans son esprit, une seule pensée se répétait sans cesse. Ça fait mal là où elle avait l'habitude de le sentir. Elle l'avait senti. Pendant des semaines, elle l'avait senti. Cette présence constante et chaleureuse dans sa poitrine, vibrante et certaine. Et là, un lien, une connexion. Elle n'avait pas su que c'était un lien, quelque chose de beau et de sacré qu'elle avait détruit en 6 mots. Elle l'avait rejeté lui, son compagnon, son roi, l'homme qu'elle aimait. C'était de la bonne chose à faire, la seule qui avait du sens. Mais il avait l'air si blessé quand elle l'avait dit. Il sentait le chagrin, la douleur et le désespoir, même s'il l'avait accepté avec une dignité tranquille. Et maintenant, il n'y avait plus rien, un vide là où il se trouvait autrefois. Comment cela pouvait-il être pour le mieux alors que ça faisait si mal? Elle sentit une main sur son épaule, douce, insistante. « Rosie, s'il te plaît, » dit Martha doucement. « Essaie de te lever, ça te fera du bien de travailler. » Madame Harrow a dit que si tu n'aidais pas au ménage aujourd'hui, elle te mettrait à la porte, ajouta Anne. « Arrête de la stresser, » siffla Martha. « Quoi? C'est vrai, elle a dit que Rosie s'en fichait. Virer, pas virer. Qu'est-ce que ça changeait? Ici, là-bas. Travailler, ne pas travailler. C'était pareil. Tout ça l'éloignait de lui. Tout ça n'était que ce vide-là où il se trouvait autrefois. « Allez, Rosie, » dit son ami. Et Rosie essaya. Elle passa la matinée à récurer les sols dans un couloir lointain, toujours prisonnière de la même boucle de désespoir. Ça fait mal là où elle avait l'habitude de le sentir. Puis elle entendit des cris. « C'est une catastrophe !» Une voix tonna. Elle se raidit, toujours à genoux sur le sol avec sa brosse. L'aura d'un alpha. Elle pouvait la sentir d'ici, puissante et imposante. « Votre Majesté, nous faisons de notre mieux », balbutia quelqu'un. Pendant une seconde, désespérée, elle pensa « Luther ». Mais ensuite, elle analysa réellement la voix. L'odeur. Tout était faux. Ce n'était pas lui. Elle se dégonfla. Martha apparut au bout du couloir. « Rosie, qu'est-ce que tu fais encore ici? Allons-y. » Rosie se releva lentement. « Votre mieux, » dit la voix de l'alpha. « Ça fait 10 jours. Comment avez-vous pu ne pas réussir à le ramener après 10 jours? » Martha lui faisait signe avec plus d'insistance à présent. Rosie essaya de se dépêcher et renversa son seau. Martha gémit. « Mais votre Majesté, nous avons envoyé nos meilleurs hommes. »« Père, » l'interrompit une voix familière, calme et posée. « Même les hommes de Sa Majesté n'ont pas réussi à le ramener. On ne peut pas reprocher au capitaine Jenkins de vouloir épargner la vie de ses hommes. » Rosie se figea. C'était de la princesse Parisa qui s'adressait à son père, le roi. « Qu'est-ce que tu fais? » articula Martha silencieusement. Rosie l'ignora. « C'est un alpha seul, » disait le roi. Rosie fronça les sourcils. « Un seul alpha. De qui parle-t-il? »« Un alpha sauvage, » avait dit Parisa, et pas n'importe quel alpha. Le roi Luther était déjà redoutable lorsqu'il était lucide. Le monde bascula. « Allez, viens, » chuchota Martha avec insistance. « Tais-toi, » rétorqua Rosie en retirant brusquement son bras. Son cœur martelait contre ses côtes. « La princesse a raison, votre Majesté, » dit une voix d'homme. Le capitaine, sans doute. Même le sang de Luther ne parvenait pas à le calmer. Certains hommes avaient perdu la vie en essayant de le ramener à la raison. Rosie retint son souffle. « Quoi? Des hommes avaient perdu la vie en essayant de calmer Luther. Tout ça, c'est de ta faute, ma fille, » s'écria le roi. « Je te laisse seul quelques jours. » Les fiançailles étaient pratiquement conclues, et je reviens pour découvrir que Luther est apparemment devenu complètement sauvage et a disparu. Rosie était debout avant même d'avoir décidé de bouger. « Qu'est-ce que tu fais? » demanda Martha, paniquée. « Qu'est-ce qu'elle fait? »
La voix de Mademoiselle Harrow retentit depuis le coin du couloir. Rosie les ignora toutes les deux, poussa la porte et fit irruption dans ce qui semblait être un bureau. 3 personnes la fixaient, la princesse Parisa, un homme plus âgé qui ne pouvait être que le roi, et un capitaine de la garde en armure complète. « Que s'est-il passé? » demanda Rosie, désespérée. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Luther? Est-il blessé? » Le roi resta bouche bée pendant une seconde. « Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? » Il désigna Rosie comme si elle était quelque chose de répugnant. « Qui a laissé entrer cette créature ici? »« Votre Majesté, je vous présente mes excuses, » dit M. Harrow en arrivant et en saisissant le bras de Rosie. « Cette servante ne se sent pas bien. Débarrassez-vous d'elle, » ordonna le roi d'un ton sec. Mademoiselle Harrow tenta de traîner Rosie vers la porte. Elle se dégagea d'un coup sec en grognant. « Où est-il? » demanda-t-elle en regardant Parisa. « Que s'est-il passé? » Parisa semblait mal à l'aise. « Sa Majesté, le roi Luther, a disparu après avoir perdu le contrôle de son loup, » expliqua-t-elle prudemment. « Perdu le contrôle? » demanda Rosie d'une voix faible. « Comment est-ce possible? »« Excusez-moi, mais pourquoi discutons-nous de cela avec cette servante folle? » demanda le roi. « On l'ignora. »« Nous ne savons pas exactement, » répondit Parisa à Rosie. « Nous avons trouvé sa chambre saccagée. Certains gardes qui se trouvaient sur son chemin ont été blessés lorsqu'il a quitté le château. Il a disparu dans la forêt. Nous avons envoyé des équipes de recherche, mais Rosie eut le souffle coupé, la main se portant à sa poitrine. « Quelle forêt? » demanda-t-elle désespérément. « Cande, franchement, mon enfant, cela ne te concerne pas, » dit froidement le roi. Rosie se tourna vers lui avec un regard si perçant qu'il en cligna des yeux. « Vous parlez de mon compagnon, » rétorqua-t-elle. « Cela me concerne tout à fait. » Toute la pièce se figea. Parisa resta bouche bée. Le capitaine la fixait. « Ton compagnon, » reprit le roi le premier. « Es-tu folle, mon enfant? Le roi Luther n'est pas ton compagnon. » Rosie leva le menton. « Si, il l'est, dit-elle. Il se découragea-t-elle. « Eh bien, il l'était avant que je... » Les mots restèrent coincés dans sa gorge, parce que soudain, tout prenait un sens horrible, dévastateur. Luther perdant le contrôle, devenant sauvage, disparaissant dans la forêt. C'était à cause d'elle, parce qu'elle avait rompu le lien. « Qu'ai-je fait? » murmura-t-elle. « Tout est de ma faute. Que quelqu'un emmène cette fille et l'envoie à l'asile. » Le roi soupira. « Non, » intervint Parisa. « Non, père, je pense qu'elle a raison. » Le roi ricana. « Quoi? Tu partageais un lien avec lui? » demanda Parisa. Rosie. Rosie acquiesça en pleurant. « Oui, je n'avais pas compris ce que c'était au début, mais tu es une idiote. » La voix de Parisa était tranchante. Briser un lien d'âme sœur est dangereux, mortel pour certains. La douleur que cela cause. Le roi est devenu fou de chagrin. « Tu as dit que je devais le faire, » pleura Rosie. « Je ne savais pas que vous étiez liés. »« Parisa, » s'écria le roi, « pourquoi te prêtes-tu au jeu des délires de cette sotte? »« Ce n'est pas un délire, père. » La voix de Parisa était lasse. « Je crois qu'elle a raison. » Le roi les regarda tour à tour avec une expression de stupéfaction totale. « Je vais le rejoindre, » déclara Rosie. Le capitaine poussa un cri d'incrédulité. « Ma fille, c'est trop tard. Il n'est plus de lui-même. Il te mettra en pièces. Tu devrais voir l'état de mes hommes, ceux qui sont revenus du moins. » Quelque chose de féroce et de protecteur s'embrassa dans la poitrine de Rosie. « Mon compagnon ne me ferait jamais de mal, dit-elle. Je vais le trouver et je le ramènerai. »« Votre Majesté, » dit le capitaine, « nous ne pouvons pas laisser cette fille faire cela. »« Avec tout le respect que je vous dois, » rétorqua Rosie. « Je ne demande pas votre permission. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte. Rosie, la voix de Paris l'arrêta. « Quelqu'un t'escortera, » dit doucement la princesse. « On te prêtera un cheval. » Rosie acquiesça d'un signe de tête et partit. Chapitre 10. Le cheval l'emmena plus loin dans la forêt, suivant le capitaine de la garde, sur un sentier qui devenait de plus en plus étroit et sauvage à chaque minute qui passait. Rosie s'en rendit à peine compte. Elle ne pensait qu'à Luther, seul, souffrant, redevenu sauvage à cause d'elle, parce qu'elle avait brisé leur lien. Elle avait brisé quelque chose de sacré et de beau, parce qu'elle avait eu trop peur, trop convaincue qu'elle n'était pas à la hauteur. Et maintenant, il était perdu quelque part dans ces bois, son humanité en train de s'évanouir. « J'arrive, » pensa-t-elle désespérément. « S'il te plaît, tiens bon. » Le capitaine arrêta son cheval près d'une rivière, se tournant vers elle avec une inquiétude sombre. « Je ne vais pas plus loin, » dit-il. « On l'a vu pour la dernière fois près d'ici. »« Mais monsieur, il ne me fera pas de mal, » dit Rosie en descendant de cheval. Le capitaine eut l'air sceptique. Puis Rosie perçut quelque chose.
Juste une trace infime portée par le vent, son odeur. Vous pouvez y aller, dit-elle au capitaine. Il vaut mieux que je sois seul. Le capitaine hésita, puis acquiesça lentement. Rosie attendit que le bruit des sabots s'estompe complètement. Puis elle suivit l'odeur. Elle n'était pas une bonne pisteuse. Elle n'avait jamais été formée. Ses sens de louve n'étaient pas particulièrement impressionnants. Elle avait un tempérament soumis, pas fait pour la chasse ou le combat. Mais cela faisait 10 jours qu'elle avait soif de cette odeur, qu'elle en mourait d'envie. Elle ne pourrait pas perdre sa trace maintenant, même si elle essayait. L'odeur était différente, cependant. Ils avaient raison à ce sujet. Luther n'était pas lui-même. Il y avait quelque chose de plus sombre, de plus agressif, de plus animal. Et sous tout cela, entremêlé à la sauvagerie, de la douleur, une douleur brute, dévastatrice. Les yeux de Rose brûlaient de larmes. « J'arrive », pensa-t-elle à nouveau. Elle suivit l'odeur à travers les sous-bois denses autour d'arbres anciens. Sa robe était ruinée. Elle s'en moquait. Et s'il était perdu pour de bon? La pensée lui vint avec une froide lucidité. Elle s'arrêta de marcher, se tint au milieu de la forêt qui s'assombrissait, et se fit d'une promesse. « Alors je me transformerai et je le rejoindrai. Il ne sera pas seul. Où qu'il aille, je serai là. » Un grognement gronda à travers les arbres. Le loup de Rosie lui dit de ne pas bouger, de rester silencieuse. Elle obéit. Elle entendit des bruits, des pas lourds, des branches qui craquaient, l'odeur qui s'intensifiait. Elle se retourna lentement. Il émergea de derrière les arbres, énorme, le plus grand loup qu'elle eût jamais vu. Une fourrure sombre, presque noire, des épaules massives. Ses yeux brillaient faiblement dans la lumière déclinante, sauvage et floue, et il grognait d'une voix grave et continue. Mais c'était lui. Elle savait que c'était lui. « Luthor », murmura-t-elle. Les oreilles du loup remuèrent, mais il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard, juste ce grognement continu. « C'est moi », dit Rosie, la voix tremblante. Ses lèvres se retroussèrent, dévoilant ses crocs. Il s'avança en rôdant, les muscles tendus. Puis il bondit. Rosie heurta violemment le sol. Le loup était au-dessus d'elle, massif et terrifiant, les crocs à quelques centimètres de sa gorge, grognant si fort qu'elle pouvait sentir les vibrations dans ses os. Pendant un terrible instant, elle crut que le capitaine avait eu raison, qu'elle l'avait perdu à jamais. Puis elle plongea son regard dans ses yeux et, se déplaçant très lentement, avec une précision minutieuse, elle fit ce que son loup lui dictait de faire. Elle renversa la tête en arrière et exposa sa gorge. « Tu n'as plus besoin d'être seule, » murmura-t-elle. « Je suis là. » Le grognement changea, devint interrogateur, confus. Puis il enfonça ses crocs dans son cou. Rosie eut le souffle coupé par la douleur aiguë l'espace d'une seconde, puis le lien se renoua et elle ressentit tout. Sa douleur, son désespoir, le chagrin qui l'avait poussé au-delà du seuil du contrôle. Tout cela s'abattit sur elle par vagues. Sa vision devint blanche. Quand elle s'éclaircit, elle ne regardait plus un loup. Elle regardait un homme. Son roi, nu et pressé contre elle, la main posée près de sa tête, le visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux brillaient encore faiblement, plus dorés que ceux d'un humain, et il fronçait les sourcils comme s'il s'efforçait de réfléchir à travers un brouillard. « Luther », murmura-t-elle en posant une main tremblante sur sa joue. Il se pencha vers son contact, se blottit contre sa paume comme s'il avait soif de contact. « Princesse », demanda-t-il finalement. Sa voix était rauque, peu habituée à parler, confuse. Elle prit son visage entre ses mains, le ramenant vers elle car elle pouvait sentir sa confusion à travers le lien. Comme il lui était difficile de penser clairement. « Je ne suis pas une princesse », murmura-t-elle tristement. Il cligna des yeux, fronça davantage les sourcils. « Quoi ?» Il se blottit contre son cou, inspirant profondément, et poussa un soupir de pur soulagement. Elle enroula ses bras autour de ses épaules. « Revendique-moi », grogna-t-il contre sa gorge. « Reviens à moi. » Elle croisa son regard. Son corps lui criait de le faire. « Je ne peux pas », dit-elle. Il se figea. Elle sentit le désespoir le traverser, vif et immédiat. Elle saisit son visage, le forçant à la regarder. « Je ne suis pas celle que tu crois », tenta-t-elle d'expliquer. Les yeux de Luther lancèrent des éclairs. « Oublie cet autre homme », grogna-t-il, trop sauvage pour être rationnel. « Tu es à moi. Tu m'appartiens. » Il pressa sa main contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Elle pouvait le sentir battre à toute vitesse. « Il n'y a pas d'autre homme, » dit Rosie doucement. « Il n'y a que toi. » Luther s'immobilisa, ne comprenant manifestement pas. Mais il commença à comprendre. « Je ne suis pas la princesse, » dit Rosie, se sentant toute petite et exposée. « Je ne suis que moi, Rosie. » Luther scruta son visage. « Je suis une femme de ménage, » expliqua-t-elle, la voix brisée.
Je nettoie les sols. C'est tout ce que je suis. Il y eut un moment de silence, pensa Rosie. Au moins, il est sauvé. C'est ce qui compte. Peut-être me laissera-t-il rester près de lui, même quand il aura trouvé une reine digne de ce nom. Je ne comprends pas, fronça Luther. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Il n'y avait personne, dit rapidement Rosie. Parisa, la vraie princesse. Elle en aime un autre. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'être elle. Parce qu'elle avait besoin de ça, s'interrompit-elle. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je voulais tellement être ta princesse. Parce que je t'aime. Mais je ne suis personne. Je nettoie les sols, c'est tout. Luther la fixa comme s'il essayait de décrypter ses paroles. Puis il sourit et elle retint son souffle, car elle ne l'avait jamais vu sourire ainsi. Il n'y a personne d'autre, demanda-t-il avec espoir. Juste moi. Je ne crois pas que tu comprennes, dit Rosie. Je ne sais même pas lire correctement. Je me fiche de ce que tu peux ou ne peux pas faire, l'interrompit Luther. Je sais qui tu es. Ma compagne, mon égale, la femme que j'aime. Il se pencha vers elle. Maintenant, revendique-moi. Fais de moi le tien comme tu es mienne. Rosie le fixa, stupéfaite. S'il te plaît, dit-il, et elle sentit son besoin à travers le lien. Ce vide lancinant qui le déchirait depuis 10 jours, suppliant d'être comblé. Elle s'approcha lentement, sans jamais le quitter des yeux. Alors qu'elle se penchait et pressait ses lèvres contre son cou, il gémit. « S'il te plaît », répéta-t-il. Elle mordit. Le lien s'embrassa. Elle ressentit tout. Son soulagement, son amour, son loup s'apaisant avec une profonde satisfaction. Puis sa bouche se posa sur la sienne et ses mains éteignent partout. La forêt autour d'eux s'estompa et il n'y avait plus que lui. Seulement la façon dont il la tenait et la touchait. Épilogue. Rosie s'enfonça prudemment dans le bain tiède avec un gémissement de soulagement. « Ça va mieux ?» demanda Luther en la soutenant de ses mains douces alors qu'elle s'adossait contre lui. « Beaucoup, souffla-t-elle. La chaleur estivale aggravait tout quand tu étais enceinte de 8 mois et que tu avais à peu près la taille d'une petite maison. » Ses mains se posèrent sur ses épaules, la massant avec la pression délicate qu'il avait perfectionnée au cours de l'année écoulée. Elle se pencha en arrière contre sa poitrine avec un soupir de contentement. « Je crois m'en souvenir, » murmura-t-il à son oreille. « Un bain similaire, même si tu étais nettement plus petite et nettement plus ivre. »« J'étais très ivre, » concéda Rosie. « Et tu as été très patiente quand tu m'as trouvée dans ton bain sans y avoir été invitée. »« J'étais complètement bouleversé, » la corrigea-t-il. « Je crois que ma pensée exacte était « Je vais épouser cette fille et peu importe ce qu'il en coûtera. » Tu as pensé ça alors que j'étais nu dans ton bain et que je te demandais de venir te joindre à moi. J'y ai pensé environ 30 secondes après que tu m'as dit que j'avais une belle voix. Il déposa un baiser sur son épaule. Tout ce qui a suivi n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Rosie sourit, une main posée sur son ventre où leur enfant était en train de faire ce qui ressemblait à de l'acrobatie. Ton héritier est très actif aujourd'hui. La main de Luther rejoignit la sienne, parcourant la largeur de son ventre avec une attention respectueuse. Parisa a fait savoir qu'elle arriverait la semaine prochaine. Rosie a dit qu'elle voulait être là pour la naissance. Bien. L'approbation de Luther était sincère. L'alliance entre leurs royaumes s'était considérablement renforcée, aidée par le fait que Parisa avait personnellement formé Rosie, s'était portée garante pour elle et l'avait aidée à faciliter sa transition vers la royauté. « Je n'arrive toujours pas à croire que je vais être mère, » dit Rosie doucement. « Il y a 1 an, je récurais des sols. Il y a 1 an, tu étais déjà ma compagne, » la corrigea Luther. « Tu ne le savais simplement pas encore. » Leur enfant donna un coup de pied vigoureux dans la paume de Luther. Il rit, ravi. « Fort, dit-il d'un ton approbateur. Comme son père, sourit Rosie. Qui est censé être en réunion du conseil en ce moment même? Ils peuvent t'attendre, murmura-t-il contre sa peau. Ma compagne est dans son bain. J'ai des priorités. Elle rit et il captura ce son de sa bouche et ils restèrent ainsi jusqu'à ce que l'eau soit complètement froide. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette histoire vous a plu. J'ai écrit pas mal d'histoires ici, 1 par semaine. Et certains d'entre vous me demandent parfois s'il y aura une 2e partie ou si nous passerons plus de temps avec certains personnages. Quand j'écris ces histoires, je les conçois toujours comme des récits autonomes. Chacun a donc son propre début, son propre parcours et sa propre fin. Mais si jamais vous avez envie de rester un peu plus longtemps dans une histoire ou avec un personnage que vous avez aimé, vous pouvez vous rendre sur mon Patreon. J'y partage des chapitres bonus, des points de vue supplémentaires sur les personnages et parfois des scènes inédites. Bien sûr, vous pouvez toujours simplement profiter des histoires ici sur YouTube. Patreon est juste un petit plus pour ceux qui en veulent un peu plus. Merci encore de m'avoir écouté
et à très bientôt pour la prochaine histoire. Lily.